poursuit bien sûr la discussion avec Stéphane Van Nuffel, je le rappelle, qui est à nos côtés en plateau également, cofondateur de netinvestissement.fr. Une réaction quand même, Stéphane, vous êtes CGP en contact avec le client final, donc un SRRI, un indicateur de risque-rendement de 3 sur 7, 3% net annualisé, net de tout frais, c'est l'objectif visé par Harmony Prime. Normalement, ça doit attirer des clients, ça. Alors non seulement ça doit attirer des clients en bout de chaîne de parcours client, c'est-à-dire le client consommateur, profane ou pas, mais ça doit attirer aussi des CGP et des professionnels intra-réseau ou extra-réseau. Parce qu'en fait, l'innovation, et là pour le coup, moi j'ai été assez intéressé de découvrir ça et je suis ravi de croiser Pierre, parce qu'en fait, là c'est une grande banque qui, je pense, est la première en Europe à tirer, entre guillemets, dans le bon sens, de l'innovation. C'est-à-dire que là, les grandes banques commencent à rentrer dans le jeu. Alors, moi, j'ai créé, en fait... On leur a suffisamment reproché de ne pas être assez innovante, c'est ça, pour saluer le fait qu'une grande banque si je suis honnête avec moi-même, l'innovation dans ses produits. Si je suis très honnête avec moi-même... Pierre Moulin est toujours à mes côtés en plateau, je le précise. Je le dis sous son contrôle, mais je veux dire, pour être très honnête, moi, j'ai créé une marketplace de solutions de placement. Donc, on a, nous, notre méthodologie intellectuelle innovée. Donc ça m'allait très bien que les grands réseaux n'innovent pas trop non plus. Vous voyez, à un moment donné. Bon, là, ils innovent sur la partie produit. Donc là, ça m'intéresse fortement parce que j'imagine bien que pendant un temps, ça va être réservé au réseau du groupe BNP, ce qui est logique. Et ensuite, si ça s'ouvre vers d'autres distributeurs, on pourra très bien en faire partie, puisque nous, on travaille en architecture ouverte, et c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est la partie innovante, quelle qu'elle soit, à partir du moment où on prend un constat dans un portefeuille d'un client lambda, qu'il soit détenteur d'un assurance-vie de 10 000 euros comme de 300 000 euros, il doit avoir droit à la même pertinence intellectuelle des gens qui font de la recherche en assets. Voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que, évidemment, l'ère du fonds euro, qui nous a tous, et c'est notre génération, finalement très entourée et finalement mal formée à la réalité de la vie, puisque c'est une spécificité hexagonale. Évidemment, aujourd'hui, où on se rend compte qu'il n'y a plus d'intérêt de rendement sur ça, on est obligé, nous, consommateurs de produits financiers, conseillers de produits financiers, fournisseurs de produits financiers, d'aller chercher autre chose. Bon, et c'est très intéressant parce que moi, j'attache beaucoup d'importance à la notion du risque. Et Grégoire, vous avez utilisé des termes tout à l'heure. Il y a une notion de garantie. Le fonds euro, et c'est une garantie. C'est pas sans risque ou contre le risque, c'est garantie. C'est une notion légale hyper importante. Ça engage évidemment celui qui tamponne. Enfin, si vous avez une garantie du groupe BNP Paribas, normalement, elle est vraiment solide. Bon, ensuite, il y a la notion de sécuriser, très importante, ce qui veut dire que déjà, le niveau de risque est plus élevé, mais il reste très maîtrisé. On est en dessous de 3 sur 7, évidemment, sur l'échelle SSRI. Et ensuite, vous avez la notion de risquer. Mais risquer, ça ne veut pas dire forcément qu'on va avoir un accident aussi. Non. Donc, ces démarches-là, d'aller vers du private equity, vers de la dette privée, qui sont des gros mots dans nos formations classiques financières, ne le sont pas tant que ça dans la réalité si on montre aux clients réellement ce qui se cache derrière le type de produit. Et donc, Pierre a très bien fait. Voilà. Ça fait des années qu'on parle de la baisse des rendements. Enfin, en tout cas, depuis 2-3 ans, effectivement, la baisse des rendements du fonds euro est assez visible. Là, oui. Est-ce que la prise de conscience est massive aujourd'hui? Et est-ce que le logiciel de l'épargnant a changé? Celui qui veut garder une épargne de précaution, est-ce qu'il est quand même prêt à aller chercher un couple rendement-risque un peu différent aujourd'hui, évidemment. Alors sans aller jusqu'à l'extrême. Donc on parlait des UC, biaisés par les actions. On met de l'immobilier aussi dans les UC, si je ne dis pas de bêtises. Et sans aller évidemment jusqu'au Bitcoin, qui est peut-être sur l'échelle du risque le maximum qu'on puisse atteindre. Et oui et non. Tout dépend de la façon dont vous faites le Bitcoin. Aujourd'hui, vous avez des offres de Bitcoin tout à fait structurées, reconnues auprès de l'AMF, franco-française. C'est pour rassurer tout le monde, qui pourrait très bien rassurer. Donc, en fait, le vrai sujet, nous on l'a constaté d'abord depuis 3-4 ans sur net investissement, parce que quand vous faites de l'architecture ouverte et que vous êtes une marketplace, finalement vous captez des clients qui sont des clients qui se promènent, qui ne sont pas captés par des grands réseaux et qui sont des clients de la nouvelle consommation. Et moi je pense qu'ils vont devenir, c'est le modèle de mon entreprise donc je le défends, de plus en plus nombreux, certes, je pense que les banques en sont parfaitement conscientes, mais déjà ce sont des clients nomades, sont en appétence. Ils sont en appétence. Donc évidemment, pour vous répondre, dans la majorité de mes clients, nous ça fait un petit bout de temps qu'on est à 50-50, grand maximum, sur tous nos contrats d'assurance-vie, quasiment. Ça ne veut pas dire que les 50% d'exposition sont des trucs fonds alternatifs malaisiens. Non, pas du tout. On est sur des choses tout à fait cohérentes et des mixtes très intéressants. Et puis, la période du Covid, du confinement, l'écroulement boursier, qui est un écroulement boursier non pas systémique, mais juste sanitaire, a fait qu'il y avait des gens qui sont arrivés sur les marchés, et vous le savez bien, il y a eu beaucoup plus de gens qui sont venus, entre guillemets, boursicotés, qu'il n'y en avait avant. Donc, pour répondre à votre question,
Je pense que oui, les Français sont prêts et tous les acteurs se mettent en marche pour leur offrir cette offre qui leur manquait. Concrètement, qu'est-ce qui marche là dans ce que vous observez justement de la demande de vos clients, dans les produits que vous pouvez offrir? On parlait du non-coté aussi avec Pierre. Est-ce que là aussi, vous sentez qu'il y a une appétence de plus en plus forte? Est-ce que l'épargnant français comprend aujourd'hui un peu mieux la logique du private equity ou du non-coté au sens large? Alors ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, nous ça fait à peu près 4-5 ans qu'on travaille beaucoup, alors évidemment sur la SCPI qui était une grosse alternative en direct ou au travers de contrats assurance vie, et puis petit à petit, parce qu'on s'y est intéressé nous au niveau du comité de sélection chez Net Investissement, au private equity, dont le sous-jacent est immobilier. Mais ça reste du private equity, ça veut dire que la première couche, et c'est pour ça que l'immobilier, je pense en private equity a fait du bien, que le crowdfunding immobilier se passe beaucoup mieux et beaucoup plus fluide que le crowdfunding, qu'on va dire plus capitalistique, capital risque normal dans une entreprise de n'importe quelle autre activité. Ce qui était très intéressant avec l'immobilier, c'est que les Français aimant l'immobilier, le trouvant solide, palpable, tangible, enfin tout ce que vous voulez, ils étaient prêts à finalement prendre le risque du private equity, investir en capital d'une entreprise sur la classe d'actifs, dont la classe d'actifs est simplement de gérer ou de construire ou de revaloriser des biens immobiliers, ce qui est exactement la même chose que de prendre un risque en investissant dans une entreprise qui va faire du pétrolier ou de la logistique, etc., etc. Mais au départ, cette culture très latine, elle est passée par ça. Et on le voit, nous, aujourd'hui, évidemment, effet Covid, avec le sens, l'ISR, le SG, le bio, etc., etc. Les gens aujourd'hui maintenant se tournent sur le même mécanisme du private equity, mais ils le font aussi sur la bourse classique, vers du capital risque, on va dire plus classique, c'est-à-dire investir dans des entreprises qui veulent changer les modes de distribution, les modes de consommation, les modes de vie, la santé, etc., etc. Donc il y a une vraie appétence. Et moi qui fais depuis plusieurs années beaucoup de pédagogie, en tout cas j'essaye d'expliquer aux gens que finalement ça ne vous fait pas prendre plus le risque d'avoir un accident que de prendre un risque dans un investissement. En fait, c'est la notion d'incertitude qui est importante. Donc on revient toujours à la même chose. C'est pas parce que c'est de l'immobilier que vous avez zéro risque. Vous pouvez très bien acheter une croûte. Ça arrive très bien en immobilier direct, tout le temps, avec des vis, etc., qu'on vous aura caché, enfin des choses invraisemblables, ça peut arriver à tout le monde. Et à l'inverse, vous pouvez très bien investir dans des petites PME, pas forcément des startups Facebook, Amazon, dans des petites PME qui vont très bien fonctionner, etc., dont vous aurez en plus la connaissance de l'équipe dirigeante, etc., etc. Et c'est là où je pense que des produits cotés, non cotés, sont hyper intéressants parce qu'il y aura toujours du côté savoir-faire des banquiers. Et puis dans le non coté, que ce soit la dette ou que ce soit le private equity, il y a forcément à ce moment-là des gérants qui descendent encore plus dans les boîtes, qui soulèvent les capots et qui connaissent les équipes, qui se promènent sur les chaînes de distribution, de construction, etc. Et moi, je trouve ça extrêmement rassurant parce que quand on sait ce qu'on fait, je saute en parachute, je sais ce que je fais normalement, donc je dois savoir que je prends un risque. Pour autant, le pourcentage d'accidents en parachute est extrêmement faible, alors que je prends un risque incroyable. Donc, prendre un risque, Grégoire, c'est pas avoir un accident, je le redis une fois de plus. Sur la partie non cotée, Pierre, je rappelle, vous êtes toujours avec nous en plateau, Pierre Moulin, responsable monde des produits marketing stratégique de BNP Paribas AM. Sur la partie non cotée, c'est piloté directement par les gérants de BNP Paribas Asset Management. Vous passez par des fonds hors BNP peut-être également. C'est là où on va se retrouver avec Stéphane, parce que la réalité est différente selon qu'on parle du private equity et de la dette privée. Sur le private equity, on est en architecture ouverte, donc on investit dans des fonds de la place, européens pour la plupart. Et donc on a une équipe, une filiale qui s'appelle BNP Paribas Capital Partners, dont c'est la spécialité que de faire cette sélection et donc d'offrir les opportunités à Harmony Prime. Côté dette privée, là, on a une vraie grande franchise qui monte en puissance et qui, elle, investit directement dans des projets d'infrastructure, des projets immobiliers, d'ailleurs aussi en dette privée. On a de la dette immobilière long terme, prévisible, qui est très intéressante. Et donc, on a des équipes spécialisées qui font ça et qui, par ailleurs, je dirais, bénéficie de la capacité de sourcing, comme on dit, du groupe BNP Paribas. Et donc, on équilibre entre les types de sourcing, mais enfin, elle est très intéressante en ce qui concerne aussi le groupe BNP Paribas. Donc, on a du propre, si je puis dire, et puis de l'architecture ouverte pour le private equity. C'est intéressant que les grands réseaux se mettent à la multigestion. Parce que la multigestion, ça veut dire que cette notion verticale des grands groupes est en train de s'horizontaliser et finalement, on est dans l'architecture ouverte, on va chercher le meilleur là où il est. Et bien ça, c'est hyper bien parce que pour le client, c'est quand même l'avenir, je pense, pour moi.
On s'arrêtera là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ces sujets patrimoniaux, ces sujets d'épargne. C'est le rendez-vous du vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse. Vous le savez, vos finances personnelles. Stéphane Van Nuffel qui était avec nous en plateau, le cofondateur de netinvestissement.fr, et Pierre Moulin, je le rappelle, responsable monde des produits et du marketing stratégique de BNP Paribas Asset Management.